Waga FM, la matinale info. Excellente journée d'écoute radiophonique. Bienvenue, mesdames, messieurs, bonjour. C'est le journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Reprise des élections dans certaines communes de Burkina Faso. La commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre. Les membres de plusieurs commissions sont à l'école de la CENI depuis hier. La situation dans le nord du Burkina Faso de plus en plus au cœur des préoccupations. Réaction du MBDHP, du syndicat national des personnels des enseignants préscolaires, primaires et post-primaires dans ce journal. Et puis notre invité du jour sera le porte-parole des militaires radiés en 2011. Vous l'entendrez tout à l'heure, ils sont prêts pour le combat au Sahel. Peut-être le bout du tunnel au ministère de la Santé, le SINCHA et le ministre ont trouvé un accord et le SINCHA renonce à la grève. Et une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. La Commission électorale nationale indépendante a procédé hier lundi à la formation des membres de plusieurs commissions dans le cadre de la reprise des élections dans les communes à problème de Burkina Faso, dont l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le compte-rendu est signé Gérard Sano. L'installation des commissions électorales indépendantes provinciales CEPI, communales CECI et d'arrondissement CIA étant ainsi faite, les 18 membres, dont 6 de la CEPI, 6 de la CECI et 6 de la CIA 4 ont suivi une formation. Écoutons Esther Sommet, secrétaire générale de la Commission électorale nationale indépendante, à ce sujet. En ce qui concerne la formation, il y aura 2 modules qui seront dispensés aux nouveaux membres des démembrements. D'abord, le premier module porte sur le fonctionnement des démembrements. Et dans ce module, il s'agit essentiellement de leur donner à travers la loi, le code électoral, les dispositions qui sont prévues en tant que règlement intérieur dans le fonctionnement des différentes commissions, que ce soit la CEPI, la CECI ou la CIA. Après la formation est attendue, l'étape la plus importante, nous explique le directeur de cabinet de la CENI, Alidou Zorom. Dès le 17, nous allons rentrer dans la première étape la plus importante du processus, à savoir la réception des dossiers de candidature. Donc c'est une étape très charnière pour ces démembrements. C'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'ils soient très attentifs. Pour rappel, les élections municipales seront reprises dans les localités à problème le 28 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. La réception des dossiers de candidature débute ce 17 mars 2017. Merci à vous, Gérard Sanou. L'insécurité grandissante dans la partie nord du Burkina Faso inquiète le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Le MBDHP accuse le gouvernement de manquer à ses obligations d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans la région du Sahel. Cette association de défense des droits de l'homme s'inquiète aussi de la fermeture des écoles dans la région du Sahel et parle d'une privation du droit à l'éducation. Paul Miki Rwamba a rencontré pour nous Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP. Voici la synthèse de l'entretien. Aux menaces terroristes à répétition dans le nord du Burkina Faso, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples sort de son silence, tire la sonnette d'alarme et interpelle le gouvernement à assumer toutes ses responsabilités. La sécurité est un droit de l'homme, a dit Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP. Pour nous, il est important que le droit des populations burkinabées à la sécurité soit effectivement respecté, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Et naturellement, on ne peut qu'être inquiet de voir que petit à petit, l'État recule dans la zone nord de notre pays. Les populations y sont apeurées
Et tout ce qu'on nous développe comme stratégie militaire qui est mise en place ne constitue pas une solution aux nombreuses attaques que les populations ainsi que les forces de défense et de sécurité subissent dans cette zone du pays. Le MBDHP s'inquiète de la remise en cause du droit à l'éducation dans le nord du Burkina Faso et s'interroge sur le devenir des milliers de jeunes apprenants privés du droit d'accès à l'école dans les régions du Sahel et du Nord. Une situation qui, selon Ali Sanou, rappelle les méthodes de Boko Haram qui s'est attaqué à l'éducation occidentale au Nigeria. Cette secte-là procédait à peu près de la même manière en disant que l'éducation telle que donnée n'enseignait pas des valeurs religieuses et qu'il fallait petit à petit que les enseignants, ces écoles-là puissent fermer et que les enseignants puissent quitter ces localités. Donc, et quand on voit ce que Boko Haram a sémé comme terreur, désolation et barbarie au Nigeria, on ne peut qu'être inquiet que la même chose se reproduise chez nous. Le MBDHP dénonce le sous-équipement des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et accuse le gouvernement actuel ainsi que tous les autres acteurs politiques qui se sont succédés à la tête de l'État depuis les indépendances. Ali Sanou pointe un doigt accusateur sur les chefs militaires qui, selon lui, préfèrent les salons feutrés de Ouaga 2000 aux terrains hostiles de la partie nord du Burkina Faso. Où sont passées les armes du peuple burkinabé, s'interroge le secrétaire général du MBDHP qui trouve lui-même réponse à cette interrogation. On nous a exhibé pendant des défilés militaires des armes, on nous a exhibé des armes qui ont été récupérées avec le régiment de sécurité présidentielle. Où sont ces armes-là? Elles servent à qui? Mais faites un tour au niveau des domiciles de chacun des dignitaires du régime, vous verrez à quoi ces armes-là servent. Pendant ce temps, des enfants du peuple sont déployés dans des zones dangereuses et ne disposent pas d'armes pour se défendre et pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre territoire national, et c'est regrettable. Dans une déclaration en date du 9 mars 2017, le comité exécutif du MBDHP énumère les attaques survenues au nord du Burkina Faso ces 6 derniers mois, des événements malheureux avec mort d'hommes et dont la proximité dans le temps témoigne de ce que le Sahel burkinabé échappe progressivement au contrôle de l'État, un État incapable, toujours selon le MBDHP, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région du Sahel en proie à l'insécurité. Merci beaucoup Paul Miki Rwamba. Après la réaction du MBDHP, voyons maintenant celle du syndicat national des personnels des enseignants préscolaires, primaires et post-primaires. C'est un entretien réalisé par Sita Bansé et c'est avec Jérôme Kaboré. Face à la recrudescence des attaques au nord du Burkina, plusieurs enseignants ont plié bagage pour la grande capitale. Une situation qui ne laisse pas de marbre le secrétaire général du syndicat national des personnels des enseignements préscolaires, primaires et post-primaires du Burkina Faso. Jérôme Kaboré. Aucun responsable syndical ne peut aujourd'hui appeler collègues enseignants à rejoindre dans cette situation-là, bien qu'on ne soit pas content que les enfants soient sans leurs enseignants. Ce qu'on peut actuellement souhaiter, c'est que d'abord les autorités en charge donc des questions sécuritaires prennent les dispositions afin que la sécurité revienne autour des écoles, dans les écoles, et vraiment une disposition sécuritaire qui va leur permettre de mener à bien leurs activités. Le secrétaire général du SINAPEB a souhaité que tous les fils du pays se tiennent la main pour trouver une solution totale à cette crise. Jérôme Kaboré. Il faut que nos autorités dotent nos forces de sécurité, de défense, en tout cas de moyens logistiques et de défense conséquents. Et il faut également que nos autorités travaillent à instaurer la sécurité, ce qui va donc naturellement donner confiance à tout le monde, pas seulement aux enseignants, afin donc que chacun puisse vaquer dans la confiance et normalement à ses occupations. Sinon, dans les conditions où on est actuellement, il va sans dire que tout le monde là-bas, tout le monde donc a la peur au ventre. Mais il faut effectivement agir pendant qu'il est temps. Il ne faut pas laisser le fantôme rentrer dans la maison avant de refermer la porte. Pour Jérôme Kaboré, le Nord n'est pas encore perdu. Même si cette situation qui n'est pas favorable à la tenue de toute activité crée la psychose, ne doit pas empêcher les autorités burkinabées d'agir. Merci beaucoup à vous, Sita Bansé, et bonne journée.
Que s'est-il passé le samedi dernier sur l'avenue Pascal Zagré pour qu'on en arrive là? C'était aux alentours de 14h. Rappelez-vous, le véhicule du député Bachir Ismaël Ouedraogo est entré donc en collision avec un motocycliste et ce dernier a perdu la vie, le motocycliste bien évidemment. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Yalgadou Ouedraogo, mais jusqu'à présent, aucun parent de la victime ne s'est présenté suite au communiqué nécrologique diffusé sur les antennes par la police nationale. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? Élément de réponse avec Salamatou Badine. Plus de 48 heures après cet événement tragique, aucun parent de la victime ne s'est manifesté. L'individu reste inconnu vu qu'il n'avait sur lui aucun document d'identité, pas même un téléphone portable, ce qui rend difficile les enquêtes. L'officier de police Oriam Gouba est le chef de la section accident du commissariat de police de Ouaga 2000. Il nous donne plus de précisions. Il n'avait aucun document sur lui. Dans son porte-monnaie, on a constaté qu'il y avait la somme de 1350 francs et deux billets de francs guinéens. Donc nous avions procédé aux constatations. On a procédé à l'enlèvement du véhicule qu'on a déposé au niveau du commissariat. Il n'avait aucun document, on n'a pas trouvé de portable. Comme je vous dis, nous sommes arrivés après. S'il y avait un portable, ça aurait dû voir ça. Et nous avons donc, il n'avait pas de portable, il n'avait pas de document sur lui. Aucun malheur n'est souhaitable, mais se munir du minimum serait un atout en cas d'accident. Oui, les conseils, c'est comme d'habitude, ce qu'on dit, c'est porter toujours le document d'identité sur soi. Parce que s'il y avait au moins un document d'identité sur lui, je crois qu'aujourd'hui, là, les parents étaient informés et le corps a été inhumé. C'est conseil vraiment demander aux usagers de prendre soin de porter les documents. La carte d'identité nationale, elle n'est pas grosse, elle est toute petite dans un porte-monnaie. Ça peut vraiment aider. C'est tout ce que nous demandons à la population de faire. Généralement, quand il y a un portable, nous prenons par le dernier appel et nous passons par ça pour remonter et retrouver la famille. Peut-être un ami, comme ça on peut l'appeler puis on remonte. Mais malheureusement, lui, il n'avait rien sur lui. Le corps est toujours au niveau de la morgue. Les investigations se poursuivent et la moto de la victime servira de base, ce qui rend malheureusement la procédure plus longue. Merci à vous, Salamatou Badini, pour ce compte rendu. Au ministère de la Santé, un accord a été trouvé dans la nuit dernière avec le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale qui renonce à la grève qui devait débuter ce matin. Je vous propose d'entendre ici Pissiamba Ouedraogo. Il est le secrétaire général du SYNCHA après la signature de l'accord. Écoutez-le. À l'instant même, nous venons de signer un protocole d'accord après multiples jours de négociations avec le gouvernement. En fait, ces revendications portent, je puis dire, sur 5 grands points. Il y a les conditions de travail, que ce soit la santé humaine et animale, et notamment les questions d'infrastructure. Vous savez que les formations sanitaires et les services vétérinaires, ça ne suffit pas en nombre. Ensuite, ces services sont insuffisamment équipés et il n'y a pas suffisamment de personnel. C'est ça l'ensemble qui couvre nos revendications. Le deuxième gros point concerne la question de la carrière des agents. Le troisième point porte sur notre participation en tant que syndicat à la gestion des services où nous sommes, à travers les conseils d'administration, à travers les marchés publics. C'est là-bas qu'on commande le matériel. Et on a constaté que les matériels commandés étaient souvent inefficaces. Et nous avons estimé qu'on avait une contribution à apporter. Donc nous avons demandé à être associés à ces diverses instances qui règlent la gestion donc, des services de santé et d'élevage. Et quatrièmement, nous avons posé un certain nombre de revendications qui portent sur des questions nouvelles. Il s'agit de quoi? On a constaté que il y a des problèmes à la CAMEC, il y a des problèmes de mise en œuvre, n'est-ce pas, de la gratuité des soins. Parce que c'est dit, c'est gratuit, mais il n'y a pas les médicaments. Donc nous avons été obligés de demander au gouvernement de réagir et de effectivement améliorer la quantité et d'éviter en fait les ruptures en consommables et en produits divers utilisés pour les soins aux patients. Ensuite, il y a un certain nombre d'avantages,
notamment l'application de la loi 081 qui n'était pas appliquée à notre personnel dans les hôpitaux, et notamment les EPE de façon générale. Nous avons demandé que ces injustices-là soient réparées. Voilà l'ensemble donc des revendications qui étaient dans notre plateforme et qui ont fait l'objet de discussions et donc d'accord. Nous avons dit en tant que syndicat que sur la base du protocole que nous venons de signer, nous allons lever notre mot d'ordre de grève et nous nous engageons avec le gouvernement à mettre en œuvre les points d'accord qui sont effectivement contenus dans le texte qui vient d'être signé. Isiamba Ouetraogo, il est le secrétaire général de Sunchar. 7h passées de 15 minutes ici à Radio Waga FM, Cap Srebobo du Lasso. La guerre pour la gestion de l'association des parents d'élèves de l'école Ouizenville, c'est contenu d'alimenter les débats sur l'actualité scolaire dans la ville d'Ossia. Pendant que les parents d'élèves se disent satisfaits de leur bureau, c'est le président régional et son premier vice-président qui réclament la dissolution du dit bureau. Les parents d'élèves se sont donc retrouvés en assemblée générale extraordinaire le samedi dernier. Et le point, c'est avec vous, Abdoulaye Ouattara. Sous deux tentes adressées en plein cœur de l'établissement que les parents d'élèves de l'école Ouizenville C se sont retrouvés ce samedi. Les parents d'élèves se sont posé des questions, à savoir si c'est le vice-président national Seydou Traoré qui dirige leur APE. Bado Hervé a l'air mécontent. Pour lui, il faut que le comité d'inspection prenne ses responsabilités afin que le premier vice-président national Seydou Traoré arrête de s'immiscer dans les affaires de l'école Ouizenville C. J'ai eu à servir ce bureau-là comme commissaire compte adjoint. Ni Moubeko commission et inspection Moufenwo, ni Oluti Kodo Kalama entre Daipi Traoré. Qu'est-ce qui les empêche de les appeler, de dire la vérité? Laissez ce bureau-là travailler. Pourquoi les empêcher? Et puis ils sont les Lyriens. François Ouattara, un autre parent d'élève, se pose des questions sur la légitimité du premier vice-président national qui assure la présidence régionale. Parce que moi-même, j'avais besoin de demander à la commission d'inspection une question. Du moment déjà qu'il n'est plus président des parents d'élèves, ni dans un bureau des parents d'élèves, comment se fait-il qu'il demeure toujours le président régional des parents d'élèves? Moi, je pense qu'avant d'atteindre le sommet de l'arbre, il faut pouvoir prendre le tronc. Ça veut dire, d'une part, le comité d'inspection même ne fait pas son travail. Les membres du bureau actuel, séance tenante, ont demandé l'avis des parents d'élèves. Car, disent-ils, nous sommes prêts à confier la tâche à d'autres personnes, même avant la fin de notre mandat prévu pour 2018. Et pas question, rétorque François Ouattara. Le bureau ne peut pas partir. Ce bureau-là a été formé afin de sauvegarder l'avenir de nos enfants. Les enfants n'avaient pas l'eau ici. Ils n'avaient pas de courant. Le gardien a fait une année pleine ici sans salaire. On ne savait pas où rentrer sur nos cotisations. Il y a une fois, les élèves étaient en classe, le plafond est tombé ici, sur les élèves. Ça s'est fait. Nous sommes venus prendre nos enfants blessés ici, aller les soigner. Mais dès qu'on a reconstitué ce bureau, ce jour-là même, pour avoir des gens pour reconstituer le bureau là même, c'était tout un problème. Il y a des gens même qu'on a forcés ici. En une année, on a vu les résultats. Le courant a été rétabli, l'eau a été rétablie. Ils ont réfectionné les plafonds. Il y a des choses même qui n'étaient pas dans le programme. Et mais quand même, comment c'est fait? On va demander à ce bureau de partir. Leur mandat n'est pas fini. Si leur mandat finit, si on peut même les reconduire, on les reconduit parce que c'est des travailleurs. Selon le président de l'association des parents d'élèves de l'école Ouizenville C, Abdraman Ouattara, c'est la rigueur dans la gestion des cotisations des parents d'élèves et leur refus de faire utiliser ces fonds à d'autres fins qu'ils subissent des exactions de la part de leur président régional. Les parents cotisent et des gens profitent de ça. C'est ce que certains nous ont dit. Mais on nous a dit non, vous pouvez vous entendre avec Seydou parce que vous pouvez manger ensemble. Non, nous, on n'est pas venus ici pour manger parce que on n'a pas besoin de l'argent des parents. On est là pour servir et c'est pour ce service que nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout. Mais que reproche-t-il à Seydou Traoré, le président régional de l'association des parents d'élèves? Et de façon concrète, ce que nous lui reprochons, c'est les intrusions négatives dans la vie de notre école, dans le fonctionnement normal. En attendant, l'Assemblée générale est claire. Cette question ne doit plus faire partie des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des parents d'élèves. Les parents d'élèves présents sont clairs. Si Seydou Traoré a des reproches à faire, qu'ils viennent s'exprimer devant l'Assemblée générale. Ils ont demandé que le PV parvienne aux autorités de la région. L'Assemblée générale s'est tenue en présence des parents d'élèves, mais aussi des responsables d'établissement, des membres du comité d'inspection et également des services de sécurité. Merci Abdoulaye Ouattara et nous restons avec vous puisque le directeur général de la Loterie nationale du Burkina, Lucien Karama, était sur les chantiers en cours à l'initiative donc de sa structure, de son institution dans la ville d'Ossia. Des travaux qui avancent bien. C'est le constat en tout cas qu'a fait le directeur général de la LONAB, Abdoulaye Ouattara. Centre de calcul de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso
c'est un nouveau bâtiment qui sort de terre. À 4 mois du délai d'exécution, Adama Savadogo, chargé de conduire les travaux de construction, est rassurant. Et le taux d'exécution global qui a été donné par le maître d'œuvre est de 12%. Maintenant, ce taux d'exécution, comme je dis, c'est de façon globale et qui tient en compte du matériel à acquérir en plus des gros œuvres. Donc le matériel à acquérir tourne autour de 60% du projet et les gros œuvres les 40%. Et quand on va prendre les gros œuvres uniquement, nous sommes à plus de 50% de réalisation. Les travaux avancent malgré les difficultés et le directeur général de la Loterie nationale du Burkina, Lucien Karama, est satisfait de l'état de l'évolution des chantiers. Mais il faut reconnaître que le chantier aussi a connu beaucoup de problèmes parce que vous savez que le site, c'est un ancien cimetière. On a eu aussi des problèmes pour le marché, mais aujourd'hui, nous sommes venus visiter, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement. Nous avons vu que c'est sorti du sol. Tout ce qui reste, c'est maintenant la maçonnerie. Donc nous pensons remettre les clés à l'université de Bobo très prochainement, selon l'entreprise. Selon Lucien Karama, le directeur général de la LONABE, le financement de ce bâtiment est pour accompagner la formation continue à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Nassau, c'est un peu éloigné de la ville, alors que y a les fonctionnaires qui ont besoin de se former continuellement. Ils ne peuvent pas quitter Bobo, aller à Nassau. Donc l'université de Bobo a demandé ce complexe-là pour continuer de former ceux qui travaillent. Ils pourront venir le soir, suivre les cours. Le vice-président de l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, chargé de la recherche, de la prospective et de la coopération internationale, Abouaka Atogéné, de saluer cet accompagnement de la Loterie nationale burkinabé. Plutôt nous recevrons cela, plutôt cela contribuera aussi à la normalisation donc de nos années académiques qui sont là, mais aussi pour pouvoir accompagner davantage bien sûr les entreprises. Au siège de la direction régionale de la LONABE, c'est un autre bâtiment qui est en construction, mais cette fois-ci au bonheur des parieurs. Le directeur Abdoulaye Sana précise l'usage qui sera fait de ce bâtiment. Donc c'est pour mieux s'approcher de la clientèle que nous sommes en train de construire ce bâtiment qui va servir à ce que nous appelons espace course en direct. Et quand ce site sera fonctionnel, on aura donc 6 salles et CD. Donc c'est pour mieux, pour donner plus de possibilités aux parieurs qui vont donc aller dans ces sites-là pour jouer. Si le bâtiment au siège de la LONABE est une salle destinée à l'espace course en direct, à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, ce sont des salles de classe, des salles de réunion et des bureaux qui sont en construction. Il est 7h passées de 21 minutes à Bobo-Dioulasso. Les infos sur Waga FM, la page sport. Une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Assemblée nationale du Burkina, le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération burkinabé de football a eu lieu le lundi hier à l'hémicycle. Cette convention vise un projet qui permettra aux 3 parties de mettre sur pied des compétitions dans les catégories minimes et cadettes sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Franck Aristide Jeffa. Selon le président de l'Assemblée nationale, le docteur Salifou Diallo, ce projet vise à promouvoir le sport, mais aussi à inciter les jeunes à la pratique du sport en général et du football en particulier dès le bas âge, mais également à la détection des talents dans les différentes régions du pays. Un projet qui arrive à point nommé pour le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, qui a justement placé son 2e mandat à la tête du comité exécutif de la FBF sous le signe de la formation des petites catégories. Pour sa part, le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré, en se félicitant de cette initiative porteuse de l'Assemblée nationale du Burkina, a décliné le rôle que va jouer son département dans ces compétitions. Cette initiative-là que moi j'ai longtemps attendue d'ailleurs et ça nous manquait. Donc le fait que les jeunes ne puissent pas compétir tous les week-ends, ça serait une très très bonne chose. La participation elle est technique. Nous allons organiser tout ce qui est au niveau de la technique, au niveau de la mise en place des arbitres, etc., des normes à mettre en place. Je pense que ça c'est notre rôle. Nous allons nous y atteler pour que ça soit une réussite parce qu'il s'agit de l'occupation des jeunes pendant tout ça. Et ça va prendre, surassurer aussi, ça va aussi occasionner beaucoup de choses. Le fait que nos anciens sportifs auront du boulot pour s'occuper des jeunes, tout ça, ça va engranger beaucoup de choses aussi. Au niveau des industries sportives, il va falloir trouver des maillots, il va falloir trouver des ballons, des équipements. Et je pense qu'il y aura vraiment une émulation donc sur le plan national. Soulignons que ce projet va coûter entre 80 et 100 millions de nos francs et le début des compétitions est prévu le 25 mars prochain avec le match d'ouverture à Kaya dans la région du Centre-Nord. Merci Franck Aristide Jeffa. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est le porte-parole des militaires radiés en 2011, Hervé Tapsoba. Il dit que ces militaires sont prêts à aller au front, il ne reste plus qu'à leur faire appel.
Soba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des militaires radiés en 2011. Vous vivez actuellement la situation qui prévaut dans le nord du pays. Quelles sont vos impressions? Par rapport à la situation qui se passe au nord du pays et dans le Sahel, nous la vivons comme les autres citoyens, mais c'est une situation que presque la quasi-totalité des radiés nous déplorons et nous suivons ça de près, même si nous ne sommes pas à mesure de faire quelque chose pour la nation à l'heure où nous sommes. Oui, vous êtes des militaires avant tout, même si vous êtes radiés. Pourquoi vous restez donc les bras croisés? Vous savez que depuis nous avons entrepris plusieurs démarches et jusqu'à présent nous sommes toujours là-dessus. Nous ne pouvons pas entreprendre quelque chose parce que déjà nous recevons les ordres de qui? Personne, parce que nous sommes considérés comme des civils. Dans le cas échéant aussi, s'il arrivait qu'on prouve que les radiés peuvent être employés sur le terrain et nous sommes disponibles et je pense que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes prêt pour aller sur le terrain? Je ne vois pas d'inconvénient parce que si tu as accepté de manier les armes, tu sais ce que l'arme a comme conséquence parce que comme Sankara le disait, la balle qui sort porte le message de la mort et qui va au nord actuellement, c'est ce qui l'attend. Donc si tu acceptes, et tu dois donner le meilleur de toi-même. Dans le cas contraire, je pense que tu reviendras dans un cercle. Chacun a sa place. C'est ce que nous avons déploré en 2011 et que nous avons dit au président Blaise Compaoré. Le manque de moyens, le manque de personnel, bon, nous observons aussi et nous savons qu'il y a d'énormes problèmes. Quelle est la solution pour vous, militaires radiés? C'est la cohésion entre les forces de sécurité et de défense d'abord. Entendez par là policiers, militaires, gendarmes, eaux et forêts, douaniers, tous ceux qui portent la tenue, qui manient les armes, et de montrer par diverses manières les renseignements et leur efficacité sur le terrain d'abord, et la cohésion, ce qui veut dire le partage des informations entre unités, et maintenant l'efficacité sur le terrain. Alors concrètement, pour aller dans le nord du pays, il faut maîtriser le terrain, il faut connaître le terrain. Oui, effectivement, il faut connaître le terrain. Je pense que même si tu ne connais pas le terrain, il y a ce qu'on appelle les mesures de sécurité à l'avant et à l'arrière, et que tout militaire maîtrise s'il est bien formé. Et je pense que si on applique ça sur le terrain et avec une sensibilisation de la population, beaucoup de choses peuvent être diminuées. Au niveau des militaires radiés, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent ou qui peuvent intervenir dans de telles situations. Je pense que tout le monde, pas beaucoup d'éléments, mais tout le monde, parce que les militaires radiés sont tous des militaires. Je veux dire qu'un militaire aujourd'hui, qu'on rappelle qui dit qu'il ne peut pas aller au nord, je pense que c'est pas un militaire. Mais d'abord, aller au nord, il faut avoir confiance à celui que vous envoyez. Avoir confiance en lui donnant le matériel nécessaire dont il a besoin par rapport au terrain proprement dit. Comme on le dit en jargon militaire, le terrain commande la manœuvre. Alors, supposons qu'on fasse effectivement appel aux militaires radiés en 2011 et que la proposition était faite. Vous êtes apte. Est-ce que vous avez toujours la main? Nous avons toujours la main parce que c'est quelque chose que je veux dire, nous l'avons appris déjà à 18 ans parce que le recrutement se faisait à 18 ans. Et à 18 ans, ce qu'on t'a appris, tu l'as manié, tu l'as gardé pendant plus de 5-10 ans. Je pense que étant dehors, aujourd'hui, je ne vais pas le dire par les zones, mais je pense qu'avec différents armements, quand on me demande ces valeurs balistiques, je suis à mesure de le donner sans catalogue. Qu'avez-vous à dire au gouvernement à propos de cette situation? Je pense que le gouvernement a des conseillers militaires, il y a des conseillers civils, il y a des gradés. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu les accompagne. Mais n'oublions pas que souvent, j'ai lu dans un journal où on dit qu'ils partent au renseignement avec la tenue. Pourquoi souvent ne pas employer les hommes comme on peut mettre un militaire boutiquier, un militaire chauffeur de car? Ça va nous permettre beaucoup d'avoir des informations et d'être à l'avance. Parce que, étant en tenue, déjà, tu es spécifique, tu es reconnu. Et celui qui te cherche te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, je me dis que dans le Sahel, ceux qui mènent les attaques savent pourquoi ils viennent camoufler. Pourquoi celui qui veut le contrecarrer se dévoile. Parmi ces militaires radiés, il y a ceux-là qui ont travaillé dans le Sahel. Oui, il y a ceux qui ont travaillé dans le Sahel et il y a des ressortissants du Sahel. Quand on dit un homme opérationnel, il ne fait pas la différence des terrains. Que ça soit dans le Sahel, que ça soit en ville, il faut être à mesure de t'adapter et de rester sur le qui-vive. Je pense que vu Nassumbu où la majorité était des jeunes, nous avons déploré c'est nos petits frères. Il y a des anciens, il y a des vieux qui ont l'expérience, qui peuvent accompagner les jeunes sur le terrain et ça peut donner gain de cause. Monsieur Hervé Tapsoba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Hervé Tapsoba était notre invité du jour et il est donc le porte-parole des militaires radiés en 2011. FM, Ouéga FM, la matinale info.
C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse à la demi, la pause commerciale à 45 combattants l'actualité et le retour de l'info, c'est pour 8h temps universel. Bienvenue une fois de plus sur la radio.